Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on parle d'une suite dans cette émission. Portal 2, Hellblade 2, Final Fantasy 2, presque. Dommage, bon, de toute façon, je venais juste vous dire qu'on a réussi à faire passer quelque chose dans le portail, enfin. Attends, vous avez fait passer quoi? Rien de très important, juste une DSi qu'il y avait à côté. Ma DSi? On dit qu'on en reparle à la fin de la vidéo, hein, générique. Et il est parti durant le générique, super. Enfin bref, je verrai ça plus tard. On a déjà parlé du tout premier Final Fantasy dans une vidéo dédiée, la toute première de cette émission à vrai dire, et le jeu était une masterclass. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo tout simplement, elle est dispo sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de sa suite, Final Fantasy 2. Et c'est super intéressant, parce que faire une suite dans le jeu vidéo comme dans n'importe quel média, c'est vraiment pas simple. Il y a des jeux qui font juste une copie conforme du premier avec quelques améliorations. Je pense notamment à Super Mario Bros 2 au Japon, qui est juste le même que le 1 mais en plus dur. Une autre possibilité pour faire une suite de jeux vidéo, faire quelque chose de complètement différent du premier jeu pour ne pas faire redite. On pense notamment du coup à Super Mario Bros 2 en Europe ou encore Zelda 2. Sauf que là où le premier c'est risqué parce que le manque de nouveautés, dans ce cas là c'est aussi risqué parce que trop de nouveautés. Notamment Zelda 2 était bien trop différent du premier et la mayonnaise a pas pris du tout. Et du coup là on est sur quoi? Là on est plus ou moins sur une copie conforme du premier mais qui change énormément. Donc tout ce développement n'a servi à rien. Ouais. Mais on rappelle que dans la première vidéo, je disais que pour moi Final Fantasy devait être le meilleur représentant de la fantasy dans le jeu vidéo, de son époque en tout cas. Donc évidemment quand le 2 sort, ce n'est pas juste le premier amélioré. Mais bref, il est temps de s'y mettre, on va voir si la suite de Final Fantasy est décevante, si les changements ne sont pas trop de changements, mais quand même il faut qu'il y en ait un peu. Bref, on va tout simplement voir si Final Fantasy 2 est une bonne suite. Ah et oui, dernière précision, pas de guide cette fois. Oui, c'est bon. Tout commence par la paix. Durant 15 secondes littéralement avant que l'empereur de Palmecia décide d'attaquer le monde entier pour le gouverner. En conséquence, une armée rebelle se dresse dans le royaume de Fynn. Sauf que Fynn est aussi attaqué par l'empereur de Palmecia, du coup les rebelles sont chassés et se réfugient dans le petit village d'Altaïr. Oui, comme le perso d'Assassin's Creed 1. Et c'est là qu'on rentre en jeu. On joue 4 jeunes de Fynn qui essayent de fuir le massacre. Et du coup on commence directement par un combat contre des soldats de l'Empire. Nos personnages s'appellent donc Firion, Maria, Guy et Léon. Et oui, contrairement au premier jeu, je ne parle pas de leur classe, car il y en a tout simplement pas dans ce jeu. En fait, le plus gros changement avec le premier jeu, c'est au niveau des combats, mais on en parlera un peu plus tard. Là, évidemment, on perd le combat parce que on se fait one-shot globalement, et on se réveille ressuscité par Minou, le mage blanc d'Hilda, princesse de Fynn et dirigeante de la rébellion. Et donc, nous sommes à Altaïr, mais nous ne sommes plus que 3. Léon a disparu. Évidemment, notre équipe de courageux héros veut rejoindre la rébellion, mais la princesse ne veut pas parce que c'est trop dangereux. Mais elle nous donne quand même le mot de passe de la rébellion qui est Orchidée. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité aussi, c'est dans les dialogues. En fait, quand on parle à un personnage, il va peut-être nous donner une information importante sous la forme d'un mot. Et ce mot-là, on va pouvoir l'apprendre pour le ressortir dans d'autres dialogues plus tard. Donc quelque chose de assez original pour l'époque, ça donne du choix dans les dialogues et ça renforce l'immersion. Sur le papier, c'est très bien. En réalité, il y a un énorme problème avec ça, c'est que parfois, vous allez parler au bon personnage pour faire avancer la quête, mais vous allez pas lui sortir le bon mot-clé, et du coup il vous donnera pas l'information et vous penserez que c'est pas le bon personnage. Bon, ce problème est réglé par le fait que quand on parle à un personnage, on teste tous les mots-clés pour être sûr, mais bon, ça devrait pas être le cas normalement. Du coup, pour essayer de retrouver Léon, il faut aller à Fynn, où il serait peut-être torturé, maintenant que Fynn est occupé par l'Empire. Mais avant ça, on va parler au PNJ d'Altaïr quand même, et on découvre donc le roi de Fynn, qui est malade. C'est pour ça que c'est sa fille qui gouverne. On rencontre aussi Gordon, le prince de Kashwan, une autre cité, frère d'un certain Scott qui serait apparemment tombé contre l'Empire. Et Gordon pense qu'il est un bon à rien d'avoir fui, laissant son frère mourir. Bref, il est temps de partir pour Fynn et c'est le retour des rencontres aléatoires évidemment. Je vais pas en parler plus que ça dans la vidéo, sachez juste qu'à chaque fois qu'on est en dehors d'une ville, et même dans certaines villes, tous les 5 pas globalement il y a une rencontre aléatoire, et c'est vraiment très agaçant, mais bon c'était les jeux de l'époque, c'était beaucoup comme ça. Fynn est donc bien occupé par des soldats de l'Empire qui nous one-shot, donc on va pas les affronter. Non, nous on va aller à la taverne, qui est le seul endroit où on peut accéder, qui est blindé
2 soldats, mais on va parler au tavernier. On utilise le mot de passe orchidée, donc comme je vous ai expliqué avec les mots-clés. Il comprend donc qu'on est de la rébellion et il nous laisse passer dans une pièce secrète. Et dans cette pièce secrète, il y a Scott, le frère de Gordon, prince de Kashwan. Celui qui était censé être mort? Oui, mais là il est en vie du coup. Bah c'est génial ça! Sauf qu'il meurt. Ah, mais avant, il nous donne sa bague et nous demande de dire à son frère de croire en lui. Mais surtout, il faut dire à Hilda que le comte Borgen nous a trahis. Il a même été nommé général de l'empereur. Maria demande donc pour son frère Léon si le prince sait quelque chose, mais non, il n'en sait rien, il ne sait pas où il est. On rentre donc à Altaïr, on raconte tout à Gordon et à Hilda, qui nous recrutent dans ses rangs, on est enfin dans la rébellion, et notre première mission ce sera de trouver du mithril, parce que l'Empire en a, et du coup bah, toutes leurs armes sont plus fortes que les nôtres. On doit donc aller dans la ville de Salamonde pour trouver un certain Joseph qui saurait où en trouver. Sauf que le voyage sera long et dangereux, Minwoo rejoint donc notre équipe, ce qui est pratique parce qu'il est bien plus fort que nous, genre il a tous les sorts de soins du jeu, et en plus Minwoo nous donne son canoë. Grâce au canoë on peut traverser la rivière pour rejoindre la ville de Palum, à laquelle on peut prendre un bateau pour Poft, et oui dans ce jeu on ne peut pas diriger le bateau comme dans le premier, c'est automatique, on paye un billet et le bateau nous amène, et arrivé à Poft on prend un bateau volant vers Salamonde. Pareil, même principe, sauf que cette fois-ci le bateau est un bateau qui vole, et c'est même le vaisseau de Sid. Ah ouais, dans le premier jeu c'était déjà Sid qui avait fait le vaisseau, sauf que le Sid en question on le rencontrait pas parce que c'était un ancêtre d'un peuple qu'on rencontrait. Oui, habituez-vous à revoir les mêmes noms de personnages, de monstres dans les Final Fantasy, parce que même si ces jeux ne sont pas liés par un lore commun, chaque jeu est indépendant, contrairement aux Zelda par exemple qui sont dans la même timeline, les jeux sont quand même liés par des références communes, notamment certains personnages, certains monstres, certains peuples, comme là par exemple avec Sid. Bref, on arrive à Salamonde, on trouve Joseph, qui ne nous aidera que si on libère des prisonniers dans une grotte. Bah du coup on va libérer les prisonniers, hein. Dans les personnes qui étaient prisonniers, il y avait aussi Paul, qui était à Altaïr et qui est le plus grand voleur du monde apparemment. Il guide alors tout le monde à la sortie, pendant qu'on continue un petit peu dans la grotte pour trouver du mithril. On retourne alors voir Joseph qui nous dit d'aller voir Hilda. Et maintenant, on peut faire des armes en mithril. Et il va falloir que je parle du système d'armes dans le jeu. Parce qu'il n'y a plus de niveau de personnage. Dans le premier jeu, pour améliorer les personnages, il fallait les faire monter de niveau avec de l'XP. C'était simple, efficace, et vraiment comme ça dans pratiquement tous les jeux vidéo. Dans le 2, ils ont décidé de changer ça, de faire un système beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus complet. Chaque personnage a 2 mains. Il peut avoir donc 2 objets. Par exemple, une épée, un bouclier. Une épée, une dague, une hache. Un arc, rien. Oui, avec l'arc, on peut pas mettre autre chose dans l'autre main, bah parce qu'il faut tirer les flèches, quoi. Et du coup, il faut améliorer la maîtrise d'armes. Plus notre personnage se battra avec une épée, plus sa maîtrise de l'épée va augmenter. Donc si il a une épée et une hache dans la main, après chaque combat, il gagnera de l'XP en épée et en hache. Mais ça veut aussi dire que s'il a une épée et une hache dans la main, qu'il a une très bonne maîtrise dedans, qu'il est genre niveau 5 dans les deux, et que vous trouvez dans un coffre un très bon arc, que vous décidez de lui mettre, et ben il sera niveau 0 en maîtrise d'arc. Et donc il fera pas de dégâts, même si l'arc est très bon. Ce qui est là aussi une bonne idée, mais en pratique c'est très compliqué du coup, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas changer le type d'arme de nos personnages, il faut que chacun se spécialise dans une arme, et dans un jeu où on trouve les armes un peu au pif dans les coffres, et où on a l'habitude de donner les armes les plus fortes à nos personnages, et ben là parfois on pourra pas. Donc oui, globalement le jeu ça va être du farm tout le temps, parce que quand on trouve une nouvelle arme, vaut mieux la mettre, même si c'est niveau 0 du coup. Et d'ailleurs c'est pareil pour les sorts. Dans le premier jeu il y avait le mage blanc qui apprenait tous les sorts de soins et de protection, le mage noir qui apprenait tous les sorts d'attaque et d'amélioration, et le mage rouge qui pouvait apprendre les deux. Dans ce jeu là il n'y a plus de classe, tout le monde peut apprendre n'importe quel sort, mais les personnages ont des stats, ce qui fait que Guy par exemple va être nul en magie, alors que Maria elle va être beaucoup plus douée. Donc il vaut mieux donner les sorts à Maria. Firion peut aussi prendre certains sorts, mais Guy vaut mieux pas. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que maintenant il n'y a plus qu'un seul personnage qui peut soigner, mais concrètement tous vos personnages peuvent le faire. Le problème c'est que va aussi falloir les améliorer. Chaque sort a un niveau, et plus vous utilisez le sort, plus le niveau va augmenter. Ce qui fait que le sort de soin et le sort de résurrection, qui sont super importants et que normalement vous mettez à tous vos personnages, faut les améliorer sur tous les personnages. Donc oui, ça fait énormément de farm, mais au final une fois qu'on a compris ce système là, c'est pas trop compliqué, c'est juste très long. Mais bref, on est armé, on a nos sorts, on peut aller à notre prochaine mission. Il faut aller à Bafsk pour empêcher la construction d'un cuirassé, un vaisseau de guerre de l'Empire. Arrivé à Bafsk, on apprend que Borgen a pris le relais sur le Chevalier Noir, et que même ses hommes trouvent que il est bien plus nul que le Chevalier Noir, et que la construction avance encore moins vite. Sauf que nous, ça nous arrange. On peut alors passer par les égouts pour arriver devant le cuirassé, et juste avant qu'on arrive, on tombe sur le Chevalier Noir, qui nous dit tout simplement qu'il travaillait en secret sur le cuirassé, et qu'il a en fait déjà fini. Et aussi que toute résistance est inutile et qu'il vaut mieux rejoindre l'Empire. Il monte alors dans le cuirassé, suivi de Borgen, et ensemble ils vont détruire Poft, Altaïr, et plein d'autres villes et villages. On a clairement
échoué. On retourne donc à Altaïr pour constater les dégâts. Malheureusement, le roi est de plus en plus mourant et les villageois sont vraiment mal en point. Du coup, Minwu doit quitter notre équipe pour aider tous ces gens. Quant à nous, il faut absolument qu'on détruise ce cuirassé une bonne fois pour toutes. Du coup, on va voir le spécialiste des vaisseaux. Je vais bien sûr parler de Cid. Il nous explique alors que le moteur, si c'est le même que le sien, c'est du feu solaire et qu'une surcharge pourrait le faire exploser. Il nous faut donc trouver du feu solaire pour le jeter dans le moteur. Du coup, on retourne voir Hilda avec ses informations et elle nous explique que le feu solaire c'est quelque chose qu'il y a à Kashwan et que pour entrer là-bas il nous faudra la cloche divine qui est au fond d'un glacier au nord de Salamandre. Et ça tombe bien, Joseph connaît très bien le glacier, il pourra donc nous aider. Joseph, ah oui, celui du Mithril, exactement. Et du coup, armé de notre luge, on peut parcourir le glacier, parcourir la grotte et on trouve des castors géants. Des castors, oui, et qui parlent le castor. Parle le castor. Mais c'est bon parce que Guy parle le castor aussi. Mais il se passe quoi là? The castor said there is a secret passage where you can find the divine bell. Tout à fait, toujours là pour comprendre des langues qui n'existent même pas. Always. Bon, bah du coup, on trouve la cloche dans le passage secret. Mais en repartant, on tombe sur Borgen qui nous affronte. Mais il est vraiment très nul, hein, on le défonce. Mais avant de mourir, il fait tomber une pierre sur nous en mode Indiana Jones. On essaye de fuir, mais elle nous rattrape. Joseph se sacrifie donc pour nous permettre de fuir. Non, pas lui. Il faut absolument détruire le cuirassé pour tout ce qu'on a perdu. Et pour ça, direction Kashwan, on utilise la cloche divine pour rentrer et on trouve Scott, celui qui pensait être un bon à rien, qui a pris son courage à deux mains pour nous aider tout simplement. Il rejoint donc notre équipe, ensemble on trouve la torche des guildes et on peut récupérer le feu solaire. On sort alors de Kashwan et on voit le vaisseau de Cid poursuivi par le cuirassé. On doit donc trouver où le cuirassé s'est posé et il est temps d'y aller. On explore le cuirassé grâce à un laissez-passer qu'on a trouvé, on trouve Hilda et Cid, on les libère, Cid amène Hilda au vaisseau, pendant que nous on va aller détruire le cuirassé tout simplement. On arrive au cœur de l'engin et en mode étoile noire, on jette la torche des guildes dans le moteur et boum. Le chevalier noir arrive donc, paniqué par ce qu'on a fait. Maria croit reconnaître une voix, mais il faut se barrer très vite. On arrive donc au vaisseau de Cid et on arrive à fuir avant que tout explose. On peut donc rentrer à Altaïr, mais il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, tout le monde est au chevet du roi. Il donne les rênes de l'armée à Gordon, qui a enfin confiance en lui. La mission de trouver la magie ultime, le sort d'Ultima à Minwu. Et enfin, nous, on doit aller à Deist pour trouver un dragonnier, s'il en existe toujours un, parce qu'apparemment, ils ont été massacré par l'Empire. Et dans une dernière volonté de veiller sur Hilda, le roi rendit son dernier souffle. Encore une victime de l'empereur. Donc notre mission, comme j'ai dit, c'est d'aller à Deist, terre des dragonniers, pour essayer de trouver un survivant. Les dragonniers, comme leur nom l'indique, c'est des gens qui ont des dragons. Enfin plus spécifiquement des draken, mais globalement c'est des dragons. Et donc pour aller à Deist, il faut prendre un bateau, mais pas le même que d'habitude, un autre. Et cette fois-ci c'est une certaine Leila qui va nous faire traverser, sauf qu'une fois sur le bateau, en pleine mer, c'était un piège, et on est attaqué par les pirates de Leila. Mais bien évidemment, tel le premier jeu, les pirates sont vraiment nuls, du coup on les bat, on propose à Leila de rejoindre la rébellion, ce qu'elle accepte, et on peut donc diriger maintenant le bateau comme on le veut, exactement comme dans le premier jeu. Ah oui, et du coup, Leila a rejoint notre équipe. On repart donc pour Deist, et effectivement, il n'y a plus personne. Des ruines, une mère, un enfant et un draken. Donc on essaye de parler avec le dernier draken, mais il nous faut un pendentif pour pouvoir comprendre sa langue. Ok, I'm sure I can understand it. Oui, je n'en doute pas, mais dans tous les cas, il va nous falloir le pendentif pour continuer le jeu, parce que le jeu est pas censé savoir qu'on a un traducteur vivant. Yeah, makes sense. Du coup, on va dans une grotte pour trouver le corps d'un dragonnier et récupérer son pendentif. Le dernier des draken nous explique donc que c'est le dernier et qu'il est mourant malheureusement, il ne pourra pas nous aider. Il nous demande donc d'amener son œuf dans une source d'eau dans la grotte pour qu'il puisse survivre. Ce qu'on fait évidemment. On peut donc retourner à Altaïr, notre mission est accomplie. Enfin, on n'a toujours pas de dragonnier ni de draken, mais on a sauvé un œuf. Gordon de son côté a lui aussi accompli sa mission car il est maintenant sur le trône aux côtés d'Hilda. Il commande donc bel et bien les armées. Sauf que Hilda est étrange. Elle demande d'avoir Firion en privé pour en fait l'attaquer car ce n'était pas Hilda, mais la reine Lamia. Heureusement grâce à Leila qui écoutait aux portes, toute l'équipe arrive et se lance un combat. On bat évidemment la reine Lamia, sauf que du coup, elle est où la princesse? Elle a en fait été capturée par l'empereur et elle sera offerte comme récompense dans un tournoi à Palmessia. Gordon rejoint donc notre rang pour aller la sauver, on laisse donc Leila gérer toute la rébellion et on part pour Palmessia. Sur le chemin, on tombe sur la forêt des Chocobos. Oh, je connais ça! Et oui, c'est la première apparition de ces montures bien connues de la saga Final Fantasy. Et dans ce jeu, on peut en récupérer un du coup dans cette forêt et on peut l'utiliser pour aller plus vite et notamment il n'y a pas de rencontre aléatoire quand on est à dos de Chocobo. Le problème c'est que dès qu'on arrive dans une ville, on quitte le Chocobo et il retourne dans la forêt. Donc c'est un peu relou de retourner dans la forêt à chaque fois pour aller en chercher un et du coup on va jamais les utiliser. Mais bref, grâce à lui on est donc arrivé au Colisée. Devant nous se dresse l'empereur lui-même. Et nous, on doit affronter un Behemoth. Là encore, créature bien connue de la licence, mais on le bat sans trop de soucis en vrai. Donc on a le droit d'approcher l'empereur. Nos héros se disent alors que c'est le moment, il faut l'attaquer maintenant, mettre fin à sa tyrannie, mais il disparaît. Le chevalier
chevalier noir arrive alors et nous jette en prison. Heureusement, celui qu'on avait sauvé de la prison quelques heures auparavant, le plus grand voleur du monde, Paul, vient nous sauver. On trouve la princesse dans la même prison et on se casse. De retour à Altaïr, il n'y a plus personne encore une fois, mais là vraiment plus personne, à part un garde qui nous explique qu'en fait, la princesse et toute la rébellion sont partis reprendre Finn. C'est le moment. Tout le monde est donc là dans un campement au nord et le plan est très simple. Nos 4 aventuriers vont dans le château, ils battent tout le monde et on gagne. Oui, globalement tout le plan repose sur nous. Et j'ai bien dit 4, mais ce n'est pas Gordon qui nous accompagnera, ce sera Layla qu'on va retrouver juste en rentrant dans le château. On arrive dans la salle du trône où Gothos nous attend et semble surpris de nous voir ici. Et on va dire nous aussi parce que on l'a jamais vu donc on sait pas qui c'est, mais on le bat. Et donc ça y est, Finn est enfin à nous. Mais la joie est de courte durée car on n'a toujours pas de nouvelles de Minou. Pour rappel, il était parti à Mysidia, la terre des mages, pour trouver le sort ultime. Il va donc falloir qu'on y aille. Et là, je vais giga résumer parce que pour rentrer dans la tour où il y a Minou dedans et le sort ultime, il faut faire plein de choses reloues avant et pas du tout claires. Donc, il nous faut 2 masques, un masque noir et un masque blanc. Le premier masque se trouve tout simplement dans le château. Bon, il faut le trouver, c'est un passage secret. Puis après, il y a tout plein de galeries souterraines. On finit par trouver le masque. Le deuxième se trouve sur une île située tout au sud de la carte. Hyper galère d'accès, mais une fois qu'on y a accès, c'est juste une grotte qu'il faut finir pour trouver le masque. Et une fois qu'on a les 2 masques, il faut en poser un sur une statue qu'il y a à Mysidia, donc la ville des mages. Le fait de poser ce premier masque fait que dans une grotte non loin de là, une autre grotte encore, le Horla, qui est une créature qui prend l'apparence de Firion, s'arrête de bouger si un être au cœur pur arrive devant lui. Ce qui est le cas parce que Firion a le cœur pur, mais il s'est juste arrêté de bouger donc on peut toujours pas passer dans cette grotte. C'est à ça que sert le deuxième masque, il faut l'utiliser sur le Horla pour le faire disparaître. Et donc on peut passer, on peut finir cette grotte pour y trouver le sceptre de cristal qui sert à ouvrir la porte de la tour de Mysidia. Ah oui, c'est chiant et peu clair, t'as raison, j'ai rien compris. L'important c'est que maintenant on a accès à la tour. Sauf qu'en allant vers la tour, on se prend un typhon qui engloutit notre bateau, on se retrouve donc à l'intérieur du Léviathan et on a perdu Layla. À l'intérieur, il y a d'autres gens, d'autres naufragés, et notamment Ricaro, qui se trouve être un dragonnier, le dernier des dragonniers. En fait, il est tellement le dernier des dragonniers qu'il ne savait même pas qu'il était le dernier, c'est nous qui lui apprenons la triste nouvelle. Il veut donc se venger de l'Empire, et en plus ça tombe bien parce qu'il cherchait le même sort que nous, le sort ultime. Du coup, il rejoint notre équipe, on arrive à sortir de Léviathan, et on peut rentrer dans la tour enfin. On fait tous les étages, on arrive tout en haut où on trouve Minou, qui nous attendait. Ah tout va bien alors. Il nous attendait parce qu'il doit concentrer toute sa puissance magique sur la porte pour pouvoir l'ouvrir, et que ça a pour effet de le tuer. Faut vraiment que j'apprenne à me taire moi. La porte étant ouverte, on récupère tout d'abord des améliorations de stats, ce qui est vraiment cool, mais surtout le tome d'Ultima. On peut donc repartir pour Finn, parce que là faut vraiment mettre fin à l'Empire, sinon il restera plus personne. De retour à Finn, déjà on retrouve Layla, qui était juste pas tombée dans le typhon avec nous, et qui nous croyant morts était rentrée à Finn. Mais surtout à côté de la ville il y a un cyclone, et en fait le cyclone c'est parce que l'empereur contrôle maintenant le vent, on sait pas trop pourquoi, et il a décidé de raser le monde, ce qui restait, et donc là il va s'attaquer à Finn. Mais heureusement dans le château il y a un miroir, et si Ricaro, le dernier des dragonniers, brandit le pendentif devant le miroir, ça va faire éclore l'œuf de Draken à l'autre bout de la map, et le Draken va pouvoir arriver vers nous. C'est donc ce qu'il fait, et maintenant que le dernier dragonnier et le dernier Draken sont réunis, ils peuvent nous amener au cœur du cyclone pour affronter l'empereur. Parce que oui, l'intérieur du cyclone c'est un donjon tout à fait classique, très étrange, mais en tout cas tout en haut il y a l'empereur. Le combat se lance, il est long parce qu'il nous envoie énormément de sbires. D'abord il les envoie tout seul, ensuite il les envoie en étant lui-même dans le combat, et au final on arrive à le battre lui-même. Ça y est, on a gagné, l'empereur est mort. On rentre alors à Finn pour célébrer et c'est la fête, jusqu'à l'arrivée d'un garde qui nous prévient que le chevalier noir s'est proclamé empereur, et qu'il est en marche vers Finn pour mettre fin à cette guerre. Mais en plus c'est Léon, notre 4e personnage et frère de Maria accessoirement. Mais non, et oui, on l'avait presque oublié celui-là. Mais pas de temps à perdre, il faut se battre. Et surtout, maintenant, avant qu'il rassemble toute son armée. Sauf que Palmesia est sur une montagne, on peut pas y accéder à pied. Heureusement que Sid a un vaisseau qui vole, on va donc lui demander tout simplement. Mais Sid a été touché par le cyclone, il va donc s'allonger un peu, nous confie son vaisseau et s'éteint lui aussi. Ça s'arrêtera jamais. En tout cas, on a maintenant un vaisseau, on va pouvoir aller arrêter Léon. On arrive donc à Palmesia, c'est un donjon classique là aussi, on tombe donc devant Léon, et on apprend surtout qu'il n'est pas contrôlé par l'empereur, c'est bel et bien de son plein gré qu'il a rejoint l'Empire, parce qu'il croit réellement que l'Empire peut apporter la paix. On va donc pour l'affronter, mais retournement de situation, l'empereur est de retour d'entre les morts. Il destitue évidemment Léon, et ne veut plus de l'Empire, il veut juste détruire le monde cette fois-ci. Il est bien plus puissant grâce au pouvoir qu'il a acquis en enfer. Il veut alors tuer nos persos en premier évidemment, mais Ricaro s'interpose, il appelle le Draken pour nous sortir de là, nous et Léon,
mais pas lui, pas Ricardo. Il appelle alors la puissance des Draken et des dragonniers tombés au combat pour invoquer un feu dévastateur qui anéantit l'empereur et Palmesia tout entier. Et lui du coup aussi par la même occasion. De retour à Fynn, Léon rejoint notre équipe pour arrêter l'empereur une bonne fois pour toutes pour l'empêcher de revenir. On a enfin l'équipe comme on avait au tout début du jeu. Mais la tâche ne sera pas aisée parce qu'il va falloir se rendre en enfer pour ça. On va donc au sentier de Jade qui est la porte d'entrée de l'enfer tout simplement. Il faut traverser toute une grotte du coup pour arriver à l'entrée du Pandémonium, le palais des enfers. Un immense palais slash donjon labyrinthique mais surtout magnifique avec à sa fin une salle du trône, le trône des enfers, le trône de l'empereur, le trône de notre adversaire. Et évidemment le combat est tel le premier jeu, impossible la première fois. Notre équipe est vraiment pas de taille, j'ai pas assez farm, c'est-à-dire qu'il one-shot tous mes personnages hein, et que moi je lui fais très peu de dégâts. Et après des heures de farm, je retente une nouvelle fois avec un combat qui a duré plus de 20 minutes et qui s'est soldé par un échec. Du coup j'ai refarm des heures et j'ai fait 7 runs. Et ça y est, c'est vraiment fini. On a le droit aux remerciements d'Hilda, de Gordon, mais aussi Paul, Leila et même Nelly, la fille de Joseph. Léon, quant à lui, doit partir. Il n'est pas encore prêt à revenir après ce qu'il a fait. Ce que comprennent ses amis, même s'ils étaient prêts à le réaccepter, il reviendra quand il aura fait la paix avec lui-même. C'est alors que les esprits de Joseph, Sid, Ricardo et Minou apparaissent pour un dernier adieu et c'est la fin. C'était trop bien. Oui, mais il aura fallu s'accrocher. En fait, pour la petite histoire, j'ai essayé de jouer au jeu directement après avoir fini le premier. Mais ce fut la douche froide. Le jeu est vraiment différent du premier opus et on dirait pas comme ça. Parce que déjà, graphiquement, vu qu'on joue sur la Pixel Remaster, c'est assez similaire et je pense qu'à l'époque aussi ça l'était. Mais le système d'XP qui est maintenant par arme, le fait que tous les persos peuvent manier ce qu'ils veulent et apprendre n'importe quel sort, mais en même temps, c'est pas vraiment vrai. Il y a des personnages qui auront plus de facilité avec certaines armes ou encore certains sorts, mais c'est pas vraiment dit par le jeu, donc c'est très compliqué tout ça. Vraiment un enfer, mais c'est surtout le système de dialogue qui a de gros problèmes. Comme j'ai dit, le truc d'apprendre des mots-clés pour les ressortir plus tard au bon moment, c'est vraiment génial comme idée. Mais sur le papier, ça marche pas très bien. Parce que en plus des mots-clés, il y a aussi les objets clés qu'il faut aussi donner à des personnages au bon moment, sauf qu'on sait jamais quand c'est. Donc parfois c'est évident, mais d'autres fois ça l'est beaucoup moins. Du coup, 90% du temps quand on joue à ce jeu, on est juste perdu. Genre par exemple, la quête du tome Ultima est horrible pour ça. Mais la vraie raison de pourquoi le jeu vaut quand même le coup, c'est l'histoire qui pour l'époque était folle. Alors attention, à l'époque il y avait aussi des jeux avec une histoire de fou, mais c'était surtout des RPG, sinon dans le jeu vidéo au global, l'histoire était pas vraiment ce qui importait. On était vraiment dans l'école du gameplay à l'époque. Mais là, l'histoire est super importante. Il y a des retournements de situation, des trahisons, des morts, beaucoup de morts comme vous avez pu le voir, des personnages jouables qui meurent, et nos personnages parlent directement comme vous avez peut-être pu le voir, ce qui est assez rare dans ce genre de jeu. En général, notre personnage est muet, enfin en apparence, parce que par exemple Link parle, c'est juste qu'on n'entend pas ce qu'il dit pour renforcer l'immersion. Là non, on entend ce que nos personnages disent. Pour l'histoire, c'est une histoire entre guillemets très classique aujourd'hui. Un méchant empire et une rébellion, c'est très Star Wars finalement. D'ailleurs je pense que c'est réellement inspiré de Star Wars, vu toutes les similarités qu'il y a entre la trilogie originale et ce jeu, notamment juste le fait que le chevalier noir soit en fait un membre de la famille d'un des personnages principaux, ou encore toute cette quête autour du cuirassé qu'il faut exploser, qui est littéralement l'étoile noire en fait. Donc au final j'aime beaucoup le fait que le jeu soit différent du premier, tout ce qui est nouvelle histoire, nouveau monde, nouvelle quête, c'est même pas le même monde, le même univers, ce qui sera une constante dans la licence Final Fantasy, à part pour les cas spéciaux où il y a une suite à un jeu, comme par exemple 10 et 10-2, pour ne citer que lui. Et même s'il y a beaucoup de choses qui marchent pas très bien, au final c'est en testant de nouvelles choses que la série est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Bon par contre le plus gros ajout en termes de saga dans ce jeu c'est les chocobos, parce que depuis ils sont dans littéralement tous les jeux si je me plante pas, et pourtant ils ne servent à rien comme je vous ai dit. Enfin si, ils sont super utiles parce que ça enlève les rencontres aléatoires, sauf que ils s'en vont dès qu'on rentre dans une ville et vraiment la flemme d'y retourner dans la forêt, parce que du coup il y a beaucoup de rencontres aléatoires juste pour y aller, et surtout sans les rencontres aléatoires on peut pas XP
XP nos armes, ce qui est, comme je l'ai dit, super important dans ce jeu. Espérons que dans les prochains jeux, les chocobos soient un peu plus utiles. Parce que là, pour le coup, vous pouvez faire tout le jeu sans jamais les croiser. Au final, le jeu était vraiment bien, mais on aurait peut-être eu besoin du guide. Oui, au final, on aurait plus besoin d'un guide que sur le premier opus. D'ailleurs, si vous voulez le faire aujourd'hui, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir quel sort apprendre à quel personnage, quelle arme donner à quel personnage. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser un guide si des quêtes sont un peu trop compliquées, parce que sinon, c'est vraiment difficile sans. Mais au final, on l'a quand même fait sans utiliser le guide. Bon ok, moi je vais vraiment devoir aller voir Constant pour avoir des explications, mais avant j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Final Fantasy 2. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à parler d'autres jeux que Final Fantasy, mais on va aussi continuer à parler des Final Fantasy, avec notamment le prochain qui sera Final Fantasy 3. Enfin, le prochain jeu Final Fantasy qu'on traitera, pas la prochaine vidéo. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi liker et partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, salut. Bon, je vais voir ce qu'ils ont fait. Bon, alors, vous avez jeté quoi concrètement dans ce portail? Non mais juste la DSi, hein. Et évidemment, la mienne en plus, mais vous êtes sûr que c'est tout? Oui, puis il y a les jeux aussi. Quoi? Lesquels? Ben, on s'est dit que si quelqu'un allait trouver la DS, il lui faudrait des jeux. Non mais t'inquiète, on a pris des jeux nuls que même toi t'aimes pas. Oui, Sonic Chronicles, My Sims Racing, un jeu Spyro, mais d'autres trucs random comme ça, pas très important. Bon, à partir de maintenant, avant de mettre quelque chose dans un portail interdimensionnel, on se concerte juste parce qu'on sait pas où ça va, donc ça peut être un minimum dangereux.